La lutte contre l'organisation djihadiste État islamique s'organise. La conférence de Paris sur la sécurité en Irak s'est achevée avec une déclaration finale en 10 points. La Syrie est complètement exclue du document. Et dans ce contexte, les observateurs de l'ONU fuient les combats entre l'armée syrienne et les rebelles, y compris djihadistes. Les casques bleus ont quitté la partie syrienne du plateau du Golan pour aller se réfugier en Israël. Et puis le processus de paix menacé dans l'est de l'Ukraine au lendemain de la journée la plus meurtrière depuis l'instauration d'un fragile cessez-le-feu. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de l'avoir violé. Le Grand Direct avec Daniel Goldming. Bonsoir, bienvenue, nouvelle édition du Grand Direct sur i24 News. Tous les regards étaient tournés aujourd'hui vers la conférence de Paris sur la lutte contre l'État islamique à laquelle ont participé 24 représentants de la communauté internationale. On va en décrypter tous les enjeux avec nos invités. Nissim Zvili, diplomate israélien, bonsoir. Et Ali Waket, journaliste spécialiste du monde arabe, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous serons également en direct de Paris. On nous rejoindra un peu plus tard Christian Mallard, notre consultant en relations internationales. Il nous parlera notamment du rôle que joue la France dans cette coalition. Tout cela, c'est au programme du Grand Direct ce soir. Nous devons nous engager ensemble, et c'est le sens de cette conférence, aux côtés des autorités irakiennes, clairement, loyalement et fortement. مارس تنظيم داعش خلال هذه الأشهر جرائم إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي وديني ضد الآلاف من المواطنين. Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre. Une déclaration finale en 10 points, une volonté de soutenir l'Irak par tous les moyens contre les djihadistes de l'État islamique. Voilà donc ce qu'il ressort de cette conférence de Paris qui a réuni aujourd'hui, je vous le rappelle, les représentants de 26 pays. Ils se sont engagés à définir une stratégie globale face aux djihadistes, tandis que sur le terrain, des avions militaires français effectuent leur premier vol de reconnaissance au-dessus de l'Irak. Les détails avec Léa Berdugo. La France et l'Irak avancent côte à côte afin de lutter contre l'État islamique. François Hollande, hôte de la conférence sur la sécurité en Irak, a exhorté ses partenaires occidentaux et arabes à s'engager aux côtés de Bagdad. Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre. Et nous devons nous engager ensemble, et c'est le sens de cette conférence, aux côtés des autorités irakiennes, clairement, loyalement et fortement. Et il n'y a pas de temps à perdre. La réunion de Paris rassemble les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et une dizaine de pays arabes et européens. Elle s'ouvre alors que le monde vient d'assister à la décapitation de David Haines, 3e otage occidental à être exécuté par l'État islamique. Les djihadistes qui ne cessent d'étendre leur contrôle, ils possèdent déjà 40% du nord de l'Irak et 25% de la Syrie. Pour le président irakien, l'heure est grave. Fouad Massoum appelle à une intervention aérienne rapide. لقد مارس تنظيم داعش خلال هذه الأشهر جرائم إبادة جماعية. L'État islamique a perpétré ces derniers mois des massacres et des crimes qui s'apparentent au génocide. Des crimes de purification ethnique et religieuse envers des milliers de citoyens, des milliers de familles sont sous le joug de l'État islamique parce qu'elles n'ont pas pu fuir et doivent se soumettre à sa volonté. Ils sont jugés par des tribunaux religieux, comme ils les appellent. Ce sont des crimes contre l'humanité.
Au cours de cette réunion, les rôles de chaque pays de la coalition vont être définis. La France a d'ailleurs procédé à ses premiers vols de reconnaissance militaire en Irak ce lundi. Grand absent de cette conférence, l'Iran, qui n'y a pas été invité, en cause son soutien au gouvernement syrien de Bachar el-Assad. Téhéran dit de son côté avoir rejeté une demande de coopération américaine. Au-delà de l'Irak, c'est toute la région qui est donc concernée. La Syrie a également été évoquée. François Hollande a appelé à soutenir par tous les moyens les forces de l'opposition, sans mentionner toutefois d'éventuelles participations aux frappes que Washington envisage de conduire en Syrie. Cette conférence se déroule alors qu'au même moment se débat au Parlement français une loi antiterroriste contre l'endoctrinement des jeunes qui s'engagent vers le djihad en Irak et en Syrie. En France, entre 930 et 950 personnes seraient concernées. Alors Ali Wakat, cette conférence, elle avait un but, c'était de définir une stratégie globale face à l'État islamique. Alors dans le document final, aucun détail n'a filtré sur la véritable nature militaire de l'action qu'allait engager cette coalition. Selon vous, cette action, elle va prendre quelle forme ? Bon, sur le plan militaire, sans doute, il va s'agir des frappes aériennes, des frappes qui vont permettre à l'armée irakienne, mais non pas seulement à l'armée irakienne, aux forces anti-État islamique qui opèrent sur le terrain, d'essayer de repousser l'État islamique, mais repousser où est-ce que les repousser vers la Syrie. La Syrie n'est pas mentionnée dans ce document non plus. Est-ce qu'il y aura des frappes à l'intérieur de la Syrie? La Russie a fait savoir très clair qu'elle est hostile à des frappes aériennes sur le sol, sur le territoire syrien, pareil pour l'Iran. Donc il y a ici des compromis qui ont été faits entre les intérêts différents, non pas seulement des membres de la coalition, mais des membres qui sont en dehors de la coalition. Par exemple, le rôle de la Turquie va être très intéressant. La Turquie qui a des otages qui encore sont kidnappés par l'État islamique. La Turquie qui a des intérêts dans le Kurdistan, la partie irakienne du Kurdistan. Mais on dit que c'est le maillon faible de cette coalition, la Turquie, qu'elle est hésitante à intervenir. Pourquoi ? Parce que là, la Turquie elle a des intérêts très importants. Cette campagne risque de déboucher sur une demande plus importante des Kurdes de l'Irak d'une autonomie, voire d'une indépendance. Et les Turcs ne sont pas favorables à ce que ça colle avec les Kurdes qui se trouvent en Turquie. Mais Daniel, il y a beaucoup de points qui manquent encore, non pas seulement dans la déclaration qu'on a vue ce soir, mais dans l'attitude générale de l'Occident. La Syrie d'un côté, l'aide, le soutien, quand on entend François Hollande dire aider les rebelles et surtout les rebelles modérés. Moi, je connais très peu de rebelles modérés en Syrie qui opèrent à l'heure présente. Il s'agit des djihadistes qui, pour l'Occident, il est moins radical que l'État islamique, mais il s'agit des djihadistes, il s'agit des salafistes. Quel rôle va avoir ces pays arabes qui, directement ou indirectement, ont soutenu et ont contribué le Qatar, l'Arabie Saoudite qui ont financé l'État islamique avant. D'ailleurs, le Qatar et l'Arabie Saoudite qui font partie de cette coalition. Les gouvernements irakiens et syriens ont directement et publiquement accusé le Qatar et l'Arabie Saoudite de financer et d'orchestrer les opérations de l'État islamique et d'autres groupes djihadistes. Quel va être le sort du djihadisme en Jordanie si jamais il y a une campagne? Parce alors justement, Nissim Zvili, on le voit, il y a beaucoup d'intérêts différents entre des acteurs très différents. C'est une coalition qui est hétéroclite. Vous qui êtes diplomate, à quel point est-ce que c'est délicat de réunir des acteurs avec des intérêts aussi divergents autour d'une même table? D'abord, c'est une coalition impossible. Deuxièmement, je vais revenir à ça. Deuxièmement, il ne faut jamais utiliser le mot ou l'expression État islamiste. Ça n'existe pas. C'est un mouvement terroriste, assassin, qui n'a aucun État et qui n'aura aucun État. C'est son ambition. Et qu'il faut lutter. Non, c'est très important parce que quand on utilise les deux mots État islamiste, ça veut dire qu'il y a un État et ça lie l'islamisme à cet État. Et tous les deux sont des faux. Il n'y a pas d'État et l'islamisme ne se lie pas avec cet État. C'est quelque chose de très fondamental qu'on ne peut pas répéter ces deux mots ensemble, sinon ça va devenir une réalité. On va reconnaître un État islamiste qui a des droits illimités sur tout le monde islamiste. Ça, c'est très dangereux quand on parle de la communauté internationale. Deuxièmement, quand on entend le discours d'Hollande,
et d'Obama, c'est le même discours. On ne va pas utiliser tous les moyens. Et c'est normal, parce qu'on a tiré déjà les leçons de ce qui s'est passé en Irak. Il ne va pas y avoir de troupes terrestres étrangères dans ces régions, dans ces pays. Et je crois que c'est très sage, ce que je veux dire très clairement, qu'un peuple qui n'est pas capable et qui n'a pas la volonté de lutter pour son indépendance, pour son existence, personne d'autre ne va le faire à sa place. Aucun soldat américain ne doit mourir sur la terre d'Irak ou de la Syrie pour sauver l'existence ou l'indépendance de ce peuple. S'ils ne sont pas capables de le faire ou s'ils ne veulent pas le faire, c'est leur problème. Mais c'est parce qu'ils ont des intérêts, c'est une menace qui ne concerne pas seulement que l'Irak ou la Syrie. Non, ça n'a rien à voir avec des intérêts. L'État islamique ne menace pas seulement que l'Irak et la Syrie aujourd'hui. Si aujourd'hui la France et les États-Unis interviennent, c'est parce qu'ils sont directement menacés. Encore une fois, c'est un deuxième volet. Maintenant, je parle de ce qui se passe au Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient, les décisions qui ont été prises jusqu'à présent étant très sages par le président Obama et par la communauté internationale. On soutient les peuples qui luttent contre ces mouvements terroristes. On ne les remplace pas. Parce que si on va les remplacer, rien ne va se passer un jour après. On a vu ce qui s'est passé en Irak. On a remplacé les Irakiens, on a quitté l'Irak, pas nous. Les États-Unis ont quitté l'Irak après le chaos complet. C'est exactement ce risque de se passer si on va rentrer ou on va utiliser des troupes terrestres. Maintenant, le deuxième volet, ce qui inquiète surtout les pays européens et peut-être un peu les États-Unis, Israël, je ne crois pas beaucoup, c'est qu'il y a des retours. Il commence à y avoir des retours de personnages, de personnalités qui se sont embîmés de cette ambiance, sont embîmés de cette idéologie et qu'ils vont essayer de créer des noyaux terroristes dans leur pays, en France, en Angleterre, en Belgique, en Hollande. Et ça, c'est encore un deuxième volet contre lequel il faut lutter. Mais quand je parle d'une vraie coalition, il n'y a pas une vraie coalition d'intérêts. La seule vraie coalition d'intérêts, c'est d'essayer d'éradiquer de ce monde des hommes et des femmes avec cette idéologie qui ne mène nulle part. C'est une idéologie qui mène à un chaos, c'est une idéologie qui mène à l'assassinat, au sang, mais elle n'a aucun but positif. C'est quoi le but positif ? Est-ce qu'ils vont transformer l'Europe en un État musulman ? Est-ce que vraiment la charia pourra régner dans les pays européens? Pour le moment, selon les services de sécurité américains, l'État islamique, et par rapport à la terminologie, vous savez, quand les Occidentaux s'adressent au public dans le monde arabe, ils ne parlent pas, comme le dit M. Zvili, de l'État islamique, mais de l'organisation de l'État. L'organisation de l'État, c'est une terminologie un peu bizarre, mais ça, c'est la terminologie employée. Je ne sais pas, en ce qui concerne l'Europe, ça paraît très loin, mais c'est le rêve, le but, mais aussi des rebelles modérés dont Christophe Hollande vient de parler, de voir le drapeau islamique, non pas le drapeau musulman, le drapeau islamique, donc l'islam, comme le voient ces djihadistes, des rebelles modérés en Syrie et de l'État islamique. Mais c'est vrai. Il y a plusieurs volets. Mais quand on parle d'aider les Irakiens, vous savez qu'en Irak, il y a des milices chiites qui se battent contre des milices sunnites, qui se battent contre les Kurdes. Au milieu, vous savez, Daniel, par exemple, le Hezbollah libanais, qui est à côté des Syriens. Est-ce que parmi les troupes aériennes, les forces terrestres, que cette coalition internationale prendra en compte ou comptera là-dessus, est-ce qu'on a essayé de sélectionner, de voir qui fait quoi sur le terrain? Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a un jeu dangereux aujourd'hui des États-Unis et de cette coalition d'armées et les rebelles syriens, dont on dit qu'on ne peut pas vraiment distinguer les modérés des extrémistes, et les Kurdes, ça pourrait se retourner contre cette coalition? Non, tout à fait.
fait, parce que déjà, une campagne peut soit faire mobiliser les sunnites à côté de l'État islamique, si jamais les mesures du nouveau gouvernement irakien sont jugées insuffisantes par la communauté sunnite, qui verra l'État islamique qui n'était pas la tasse de thé de la majorité des sunnites en Irak, mais qui était le défaut. Ils étaient obligés à soutenir l'État islamique. L'État islamique était le seul à soulever un peu les droits ou même l'honneur de la communauté sunnite en Irak. Et encore une fois, de retour à cette coalition. Est-ce que le Qatar et l'Arabie saoudite insisteront à ce que la minorité sunnite en Irak fera partie du pouvoir? Est-ce que le nouveau régime irakien sera d'accord de partager le pouvoir avec le sunnite? Donc il y a pas mal de points qui doivent être réglés. La solution doit également être politique, Ali. Alors en tout cas, au cœur de ces débats de cette conférence sur l'État islamique, c'était la définition lundi d'un plan d'action pour lutter contre les djihadistes. Et cette conférence, eh bien, Israël l'a suivie de près. Notre reporter Mathias Inbar a interrogé un responsable commandant de la région militaire nord de l'armée israélienne. Et selon lui, vous allez le voir, la lutte contre les djihadistes doit aller plus loin qu'une campagne aérienne. Reportage. Frapper par des raids aériens les positions de l'État islamique pendant 3 ans, voilà le plan proposé par Barack Obama. Une stratégie vouée à l'échec, estime Michael Hayden, ancien chef de la CIA. Est-ce que ce plan proposé par le président américain est justement réaliste d'un point de vue militaire? Nous avons posé la question à Ron Tira, lieutenant-colonel de réserve au sein de l'armée de l'air israélienne. Il vient surtout d'achever sa mission en tant que responsable de la planification des frappes au cours de l'opération Bordure Protectrice à Gaza. Sa réponse est partagée. Je ne crois pas que ce plan soit réaliste d'un point de vue militaire. On peut d'abord se demander si l'État islamique va changer d'apparence et donc devenir une cible difficile à atteindre pour l'armée de l'air, en pénétrant dans les milieux urbains et ne ressemblant plus à une armée. Donc. Le second challenge, c'est que l'État islamique n'est qu'un symptôme du problème. Si vous n'agissez pas en profondeur, un nouveau problème apparaîtra. Cet ancien pilote de chasse de Tsahal maîtrise parfaitement la difficulté de viser des cibles en milieu urbain et d'éviter ainsi des pertes collatérales. Ça serait complètement fou de la part de l'État islamique de continuer à se déplacer de ville en ville, sur des autoroutes avec des voitures facilement identifiables. Il serait donc préférable pour eux de se déplacer en milieu urbain. Les États-Unis n'ont aucun problème pour larguer des bombes n'importe où au Moyen-Orient. La question est d'identifier la cible et surtout de ne pas causer de dommages collatéraux. La notion du renseignement humain est alors essentielle pour Ron Tira. Sans un réseau d'informateurs et d'agents au cœur des villages irakiens et syriens, ces frappes n'auront pour lui aucun impact sur le long terme. Il est extrêmement difficile de mener des opérations aériennes militaires en milieu urbain. Si vous souhaitez, quoi qu'il arrive, mener ces opérations, vous devez avoir un excellent réseau de renseignement. Vous avez besoin de sources locales, extrêmement fiables, sinon elles n'auront aucun effet. Pour lui, c'est aider des réseaux sociaux que l'État islamique a pu générer ce sentiment de panique générale. La communauté internationale devrait, selon cet ancien pilote de chasse israélien, ne pas se détourner du principal soutien d'organisations terroristes au Moyen-Orient, soit l'Iran et ses ambitions nucléaires. Et notre consultant en relations internationales, Christian Mallard, a suivi de près cette conférence. On va tout de suite le rejoindre à Paris. Christian, la France, en organisant cette conférence à Paris, est-ce qu'elle cherche à concurrencer les États-Unis sur la scène internationale ? Non, je ne crois pas, Daniel, que la France cherche véritablement à concurrencer les États-Unis. D'ailleurs, elle n'en a pas les moyens. Simplement, si je pense que François Hollande a voulu prendre le devant de la scène en organisant cette conférence internationale et en envoyant aujourd'hui des vols de reconnaissance au-dessus de l'Irak, c'est parce qu'il a voulu rappeler à Obama qu'il y a 2 ans, au moment de l'affaire des armes chimiques avec Bachar el-Assad en Syrie, il était prêt à le suivre. Et alors, Obama avait reculé. Puis j'ajouterai enfin, Daniel, que aussi cette opportunité aujourd'hui pour Hollande de dire « moi j'avance beaucoup, je me bats », mais en même temps c'est une façon pour lui de masquer la triste réalité politico-économique de la France. Et d'un point de vue militaire, quelle forme va prendre cette intervention de la France en Irak ? L'intervention, elle va se faire à plusieurs niveaux.
humanitaire, tout d'abord, depuis un certain temps. Et puis les Français vont aussi entraîner au sol les troupes irakiennes et puis les Kurdes, bien entendu. Il y aura aussi un service de renseignement. Les Français vont travailler au renseignement. Et puis j'ajouterai aussi qu'ils vont participer aux frappes aériennes. Simplement les frappes aériennes en Irak, mais pas en Syrie. Et c'est là que je pense que François Hollande rêve, parce qu'il pense qu'on peut aujourd'hui encore jouer ou compter sur l'armée de libération syrienne, ce qu'il appelle les forces démocratiques syriennes, pour tenter d'amener le pion à Daesh. Mais là, je pense qu'il se trompe et qu'il faudra peut-être, à un moment ou à un autre, considérer qu'il y aura peut-être une alliance tacite avec Bachar el-Assad. Merci beaucoup Christian Mallard. Une alliance tacite avec Bachar el-Assad, vous y croyez, Nessim Zvili? C'est une question un peu difficile. Ça veut dire que c'est un peu ambivalent, je dirais, au moins. Tout d'abord, je suis complètement d'accord, la France ne veut pas remplacer les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis sont énormément affaiblis dans la communauté internationale. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins d'influence, mais ils ont encore beaucoup plus d'influence que la France et l'Europe, tout ensemble, surtout dans ce genre de conflit. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de manque de renseignements et d'intelligence sur ce mouvement islamiste. Il y en a suffisamment, il y a des millions, des milliers, on sait exactement où ils se trouvent. La question, est-ce qu'on peut créer une intégration entre l'aide aérienne que le monde entier est capable de donner, les États-Unis, l'Europe, je ne parle pas d'Israël parce que c'est un peu trop tôt, Israël peut-être interviendra. Participe au niveau du renseignement pour l'instant. Non, mais je dis si elle interviendra, c'est rien que s'il y aura un risque réel sur la Jordanie. Ça change complètement, je dirais, la situation. Ça change les situations. Les renseignements, c'est pas ce qu'il manque. Ce qui manque maintenant, c'est une action efficace de l'armée, des armées de l'air, et avec une coalition de terre qui peut faire regarder. Le meilleur exemple, c'est les Kurdes. Les Kurdes en Irak. En une semaine, de 50% de la région que ce mouvement dans lequel il gérait presque ou il dirigeait la situation, ils ont complètement disparu. Si les États-Unis et l'Europe seront capables d'élargir ce genre d'action, arriver à des dirigeants locaux qui prendront en main leur armée, leur capacité. Maintenant, j'ai vu que l'Allemagne est prête à donner des armes. J'ai vu qu'il y a d'autres pays qui sont prêts à entraîner les milices. Ça veut dire qu'il y a déjà une organisation internationale qui est en train de préparer le terrain. Mais l'élément clé, c'est la volonté de ces peuples. Et ici, je crois que monsieur a complètement raison. Ça veut dire qu'il y a déjà dans ces peuples, il y a un conflit interne vraiment incompréhensible. Si on prend l'Irak, 50% de l'armée de Saddam Hussein, ils se sont alignés avec ce mouvement islamiste. Pourquoi? À cause du gouvernement d'extrême, je ne sais pas si c'est droite ou extrêmement iranien, chiite, qui les a complètement ignorés pendant plus de 5 ans après l'armée. Ça veut dire que ça a créé des nouvelles coalitions. On ne sait plus qui est contre qui. Et là, on essaie justement de retourner cette tribus sunnites. Exactement. Maintenant, pour revenir à cette situation dans laquelle les chiites redeviendront chiites, et les sunnites redeviendront chiites et sunnites, et chacun devra reconnaître qui sont les vrais ennemis, contre qui ils doivent lutter. C'est ça le vrai problème. C'est un problème politique. On peut envoyer des consultants, on peut, pas nous, la communauté internationale peut aider, mais en fin de compte, c'est au peuple de se reconnaître, de se recenser, de savoir où ils sont, contre qui ils sont, pour qui ils sont, quel avenir ils veulent voir à leur pays. D'après moi, ce mouvement ne va pas tenir le coup. Vous êtes d'accord? Il faut d'abord régler les problèmes internes de chaque pays pour pouvoir être efficace dans cette lutte contre l'État islamique. Et on commence à voir un début d'un changement en Irak vis-à-vis les sunnites, le nouveau président, le président adjoint et surtout le Premier ministre se sont adressés à la communauté sunnite, ont exprimé leur regret sur les années précédentes et ont fait appel aux sunnites de s'intégrer dans la vie politique. Ils ont fait appel surtout
tous sont adressés à l'élément le plus important auprès de la communauté sunnite, c'est les grands chefs des tribus, comme quoi on veut vous voir faire partie de cette campagne. On sait que le soutien qui a été donné à l'État islamique par les tribus ne reflète pas la vraie idéologie de ces tribus. Mais si je reprends ce qu'a dit M. Zvili, ça ne suffit pas de voir contre qui cette lutte doit être menée. Il faut voir aussi avec qui on va mener cette lutte et surtout avec qui sur la terre. Le scénario libyen, Daniel, doit être présent quand on pense au jour après cette campagne. Vous savez maintenant qui sont ceux qui, les partenaires de l'Occident en Libye, sont des djihadistes qui ont tourné la Libye en enfer, en jungle où tout le monde se combat contre tout le monde. Par exemple, Daniel, est-ce que vous saviez que les armes employées par les rebelles libyens contre le régime Kadhafi ont trouvé leur chemin à travers le Moyen-Orient, ont trouvé leur chemin à la bande de Gaza, au Sinaï, et j'imagine que s'il y a la volonté, ces djihadistes peuvent le vendre aux djihadistes au Liban, etc. Il y a des roquettes qui ont été lancées de la Liban sur le nord d'Israël. C'est la raison pour laquelle Al-Sisi dit que cette coalition doit frapper au-delà de l'État islamique et toucher également d'autres groupes islamistes, notamment ceux dans le Sinaï. Je voudrais qu'on parle du rôle de l'Iran. Maintenant, l'Iran qui n'a pas été convié à cette conférence. Vendredi, Kerry affirmait que Téhéran ne ferait pas partie de cette coalition. Et aujourd'hui, le guide suprême Ali Khamenei affirme qu'ils ont bel et bien été conviés, mais qu'ils ont refusé cette invitation des États-Unis. Je vais vous faire réagir dans un instant, mais avant ça, on va écouter l'avis de la rue israélienne. On leur a posé cette question: est-ce que l'Iran doit faire partie de cette coalition face à l'État islamiste ? L'Iran peut participer à la guerre, mais nous sommes déjà en guerre contre eux. Je ne sais pas si c'est très logique de s'en faire un allié pour une chose, alors qu'on veut les bombarder pour autre chose. Ça ne me paraît pas très judicieux. L'Iran a son propre programme au Moyen-Orient. Mais à cause de la situation avec l'EI, l'Amérique tente de former une coalition. Mais l'Iran n'a pas sa place dedans. D'un point de vue moral, on peut bien sûr dire qu'ils soutiennent aussi le terrorisme, etc. Mais bon, c'est une affaire de politique internationale, donc je pense que la morale n'a rien à voir là-dedans. C'est mon avis personnel. Oui, je pense que ce serait super. Ça voudrait dire que des pays arabes ou musulmans se battent contre les mêmes adversaires qu'Israël. On pourrait dire qu'ils prennent la même direction que l'Occident, donc ce serait une bonne chose. C'est important que l'Iran participe également à la coalition pour qu'il y ait le plus de coopération possible. Malheureusement, au Moyen-Orient, on se rend compte que les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. Moi, je n'aurais pas admis l'Iran. Une réaction d'Izine Zvili pour conclure. Vous savez, je ne crois pas que c'est l'Iran qui est vraiment l'inquiétant. Pour moi, le plus inquiétant, c'est l'Égypte. Ça veut dire que le manque de volonté de l'Égypte de participer dans cette coalition internationale, je dirais que c'est une revanche contre les États-Unis. Que vous me rappelez, il y a 2 ans, vous avez ignoré, vous avez renvoyé, vous avez soutenu les frères musulmans. Alors maintenant, on vous met de côté, on fait ce qui est dans l'intérêt de l'Égypte. C'est beaucoup plus inquiétant de l'existence ou de la présence ou de la pas de Merci beaucoup Nissim Zvili, merci Ali Waked d'avoir participé à ce débat. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour la suite du Grand Direct, ne bougez pas. La lutte contre l'organisation djihadiste État islamique s'organise. La conférence de Paris sur la sécurité en Irak s'est achevée avec une déclaration finale en 10 points. La Syrie est complètement exclue du document. Et dans ce contexte, les observateurs de l'ONU fuient les combats entre l'armée de Bachar al-Assad et les rebelles syriens, y compris djihadistes. Les casques bleus ont quitté la partie syrienne du Golan pour se réfugier en Israël. Et puis le processus de paix menacé dans l'est de l'Ukraine au lendemain de la journée la plus meurtrière depuis l'instauration d'un fragile cessez-le-feu. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de l'avoir violé.
Et dans ce contexte sécuritaire régional tendu, le budget de la défense israélienne suscite de vifs débats en Israël et fragilise la coalition de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien défend avec ardeur l'investissement de nouveaux fonds dans l'armée au moment où l'on parle de possibles nouveaux conflits avec le Hezbollah. Les précisions de Léa Berdugo. Le Hezbollah serait-il capable de prendre le contrôle de territoires dans le nord d'Israël? En tout cas, c'est l'inquiétude de plusieurs hauts gradés de l'armée. Ils ont estimé dimanche que l'organisation serait à même, lors de la prochaine confrontation avec Israël, de s'emparer de territoires en Haute-Galilée et en Galilée occidentale. Certaines sources auraient détecté des changements dans la politique du mouvement, ce qu'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, aurait considéré comme une manière de briser le silence. Bien qu'il n'y ait aucune menace concrète, l'armée a tenu à sensibiliser l'opinion sur cet éventuel danger et de prévenir qu'il fallait se préparer à une longue guerre au nord si le Hezbollah tentait ce genre d'action. Une sensibilisation de l'opinion apparemment nécessaire pour l'armée et ces avertissements tombent au moment même où le ministère de la Défense essaie d'échapper à des coupes budgétaires alors que les portefeuilles de tous les cabinets sont actuellement discutés en Israël. Et on en parle avec notre analyste Daniel Haïk. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi cette menace maintenant? Pourquoi cet avertissement? Qu'est-ce qui a changé? Alors, sur le fond, rien n'a véritablement changé. La situation ne s'est pas véritablement modifiée. On a remarqué simplement qu'à la frontière entre Israël et le Liban, eh bien, il y avait des terroristes du Hezbollah qui étaient de plus en plus audacieux, qui s'approchaient de plus en plus près de la frontière. Quelque part comme si le Hezbollah voulait tester l'État d'Israël, voulait jauger la réaction de Tsahal, surtout après le conflit dans la bande de Gaza. Il veut mesurer peut-être la force de dissuasion d'Israël. Il faut savoir que jusqu'à présent, cette force de dissuasion, elle a été très efficace dans le nord, puisque depuis 8 ans, la frontière entre Israël et le Liban reste calme. Peut-être que le Hezbollah veut essayer de voir si les choses ont changé et essayer de voir dans quelle mesure Israël riposterait, serait prêt à riposter. Donc il y a une obligation de vigilance. L'armée israélienne informe, annonce que finalement il y a un danger, il risque d'y avoir un danger. Mais le fait qu'Israël se prépare à une confrontation avec le Hezbollah, on peut dire que depuis la fin de la Seconde Guerre du Liban, Israël se prépare. On sait que le Hezbollah a des dizaines de milliers de missiles pointés en direction du territoire israélien et donc Israël reste très vigilant. Et le fait qu'on mette l'accent sur le fait qu'Israël soit vigilant à ce moment-là, le timing n'est pas anodin, il y a des intérêts politiques qui sont en jeu. Alors c'est possible effectivement qu'il y ait des intérêts. On sait qu'on est en train de discuter du budget de l'État, on sait que la défense nationale exige des rallonges importantes à la suite de la confrontation avec le Hamas à Gaza et la défense nationale, l'armée israélienne est peut-être intéressée à expliquer qu'il y a d'autres menaces, en particulier au nord, pas seulement à la frontière libanaise mais aussi à la frontière syrienne et que cela exige des rallonges supplémentaires et c'est la raison pour laquelle peut-être certains officiers supérieurs sont intéressés à expliquer à ne pas oublier, à faire en sorte que l'échelon politique n'oublie pas surtout ce qui se passe à la frontière nord. Merci beaucoup Daniel Haïk pour ce décryptage. Allez, on reste en Israël où l'ancien Premier ministre Ehud Olmert et 7 autres inculpés dans l'affaire Holyland resteront en liberté jusqu'à la fin de la procédure d'appel. Décision de la Cour suprême aujourd'hui. Olmert, je vous le rappelle, a été condamné en mai dernier à 6 ans de prison et une amende d'1 million de shekels pour son implication dans le scandale de détournement de fonds du projet de construction du complexe résidentiel Holyland. L'ancien Premier ministre devait initialement se présenter à la prison le 1er septembre. Dans le reste de l'actualité, le Qatar passe à l'action contre les frères musulmans sous la pression de ses voisins, mais également des États-Unis. L'Émirat commence à agir contre ces remuants alliés islamistes. 7 membres des frères musulmans ont reçu l'ordre de quitter le Qatar. Des rumeurs évoquent même un départ de Khaled Meshaal, le leader du Hamas. On voit ça avec Ayman Siksek et Leslie Rezoug. Selon un dirigeant égyptien des frères musulmans, 7 des membres de l'organisation ont été forcés de quitter le Qatar. Une expulsion qui survient après que l'Émirat ait subi des pressions pour se distancer des frères musulmans. Le Qatar aurait donc été contraint d'honorer les mandats d'arrêt émis par l'Égypte contre les islamistes. Le soutien du Qatar aux frères musulmans a provoqué de vives tensions dans la région ces derniers temps. L'Arabie saoudite, le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont même rappelé leurs ambassadeurs à Doha. L'Émirat se retrouve de plus en plus isolé diplomatiquement alors que ses anciens alliés du Golfe Persique considèrent les frères musulmans comme une réelle menace. La Turquie et le Qatar sont les 2 seuls pays à continuer de soutenir ouvertement l'organisation après la montée au pouvoir du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en juin dernier.
Al-Sisi avait accédé à la présidence après avoir évincé son prédécesseur Mohamed Morsi, l'un des principaux dirigeants des frères musulmans. À l'instar de l'Arabie saoudite, plusieurs pays de la péninsule arabique avaient généreusement financé Al-Sisi, délégitimant de plus en plus la présence de l'organisation islamiste dans la région. Mais l'Égypte ne semble pas se contenter de cette expulsion. Selon une source officielle égyptienne, le pays compte traquer et arrêter les chefs des frères musulmans en exil. Ces dernières années, l'Égypte se retrouve en pleine agitation, mais elle compte bien se départir une bonne fois pour toutes des frères musulmans. Ali Waqued, on vous retrouve. On a parlé de ces rumeurs d'une possible relocalisation de Khaled Meshaal, le leader du Hamas, qui pourrait s'exiler après justement cette expulsion de ses frères musulmans qui sont le parrain du Hamas. Est-ce que c'est un scénario qui est possible selon vous? Oui, tout à fait, Daniel. Durant la dernière guerre à la bande de Gaza et surtout dans le cadre de la formation, de la création de cette coalition internationale, il y avait des fortes pressions employées sur le Qatar de lâcher et de réduire le soutien au mouvement islamique, notamment aux frères musulmans. On avait du mal à voir une coalition dans laquelle fera partie l'Égypte et le Qatar, l'Arabie saoudite et le Qatar. Et finalement, le Qatar montre des signes qu'elle est prête à s'aligner selon la politique de l'Arabie saoudite et la politique de la majorité des États arabes, mais aussi des partenaires occidentaux dans cette coalition. Le prix que va payer le Qatar, c'est de ne pas transformer son territoire en une bastion des frères musulmans qui emploient Al Jazeera d'un côté, mais qui emploient les autres facilités pour, d'un côté, gérer des guerres comme celle à la bande de Gaza, mais aussi les opérations des frères musulmans en Égypte. Le Qatar fait signe qu'elle a subi de fortes pressions et qu'elle est prête à se réaligner selon la politique occidentale et saoudite. Alors, au titre de l'actualité, on l'évoquait, c'est ce retrait des membres de l'ONU sur le plateau du Golan. La force s'éloigne de la zone des combats qui oppose les soldats de l'armée régulière syrienne et les rebelles, dont ceux du Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, avec en jeu le contrôle de la province de Quneitra, la frontière entre Israël et la Syrie. Ali Waqued, que signifie ce retrait des forces de l'ONU? Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Ça peut avoir des conséquences, bien sûr. Ça signifie que l'ONU reconnaît que ses forces, ses troupes sur les frontières ne sont pas du tout capables à faire face aux djihadistes qui se trouvent là-bas et que ce conflit entre le régime syrien et le groupe djihadiste aux frontières avec Israël sont les capacités, le feu qui est là-bas, le rythme du feu est au-delà des capacités de ces groupes, mais ça signifie surtout qu'il y aura une escalade très importante dans cette région, dans le contexte de cette coalition contre l'État islamique. Le régime syrien lance une offensive qui a pour but d'envoyer un message à l'Occident et à la communauté internationale comme quoi nous, on doit faire partie de cette coalition contre le terrorisme, notamment le terrorisme de l'État islamique et du djihadisme. Mais de l'autre côté, Daniel, vous savez, la campagne occidentale sera concentrée dans les frontières entre la Syrie et l'Irak, voire un possible contrôle de l'Occident sur cette zone frontalière entre la Syrie et l'Irak. La Turquie contrôle la quasi-totalité des frontières avec la Syrie, la Turquie qui est hostile au régime Assad. Pareil, la situation dans la Jordanie et la frontière avec Israël est cruciale pour le régime Assad, pour au moins avoir le moindre contrôle sur une région frontalière, parce que selon la situation, le régime Assad contrôle la majorité du territoire syrien dans le centre, mais toutes les frontières de la Syrie avec les États étrangers, Israël d'un côté, la Jordanie, la Turquie et l'Irak, sont contrôlées par des éléments hostiles au régime irakien. Alors justement, parlons-en de cette frontière entre Israël et la Syrie. Selon ce que vous nous dites, l'équilibre des forces aujourd'hui, il penche clairement en faveur des rebelles. Est-ce que l'armée a les moyens de reprendre ces localités qui sont très stratégiques? C'est dur à le voir, surtout l'armée syrienne qui sait qu'il y a certaines limites. Selon l'accord du cessez-le-feu avec Israël, l'armée syrienne est interdite d'utiliser la quantité du feu qu'elle veut. Les armes qu'elle veut, pour cela, elle compte essentiellement sur les frappes
frappes aériennes. Et on revient à la discussion précédente. Est-ce que les frappes aériennes sont seules capables d'éradiquer, d'éliminer ces groupes djihadistes qui prennent l'abri au sein de la société et dans les villages? Les mêmes limites qu'on a vues à la bande de Gaza, les mêmes limites que vont rencontrer les Occidentaux dans leurs frappes aériennes en Irak, l'armée syrienne les rencontre ces limites. Merci beaucoup Ali Waked pour cette analyse. On ouvre une page d'actualité internationale. Le processus de paix en Ukraine en péril alors que l'Est du pays a connu ses pires pertes civiles depuis l'instauration d'un fragile cessez-le-feu. 6 civils, dont au moins une femme, ont péri dans des bombardements dans le fief rebelle de Donetsk. Des nouvelles victimes qui interviennent alors que les chefs de la diplomatie français, allemands et russes se sont réunis aujourd'hui à Paris pour discuter de la crise ukrainienne. Et tout cela en marge de cette conférence internationale pour la sécurité en Irak. Les détails avec Leslie Rezoug. Des ruines à la place de l'aéroport de Lougansk. Après d'intenses combats entre les pro-russes et l'armée ukrainienne, l'aéroport est désormais contrôlé intégralement par les rebelles. Il a été détruit ce lundi. Signé au début du mois entre la Russie et l'Ukraine, le cessez-le-feu est donc sans effet pour les troupes sur place. Après de nombreuses violations sur le terrain, il pourrait même être définitivement enterré. Je pense que le cessez-le-feu sera bientôt terminé. Nous les attendons. Nous sommes toujours prêts, ils attaquent toujours premier, de manière toujours inattendue. Mais cette fois, tout sera différent. Toujours présents dans le pays, les observateurs de l'OSCE ont également essuyé des tirs dans l'Est. Au moins 6 membres de l'organisation ont même été capturés pendant plusieurs heures alors qu'ils revenaient à Donetsk. Et désormais, les membres de la mission restent sur leur garde, dénonçant une situation particulièrement tendue. La situation sécuritaire à l'heure actuelle est similaire à ce qu'elle était précédemment. Le conflit n'est pas un conflit qui s'étend à travers la partie orientale de l'Ukraine. Il est inégal. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes pris entre 2 positions des 2 parties en conflit. Malgré tout, l'Union européenne tâche toujours de trouver une solution pour une sortie de crise. Les sanctions économiques contre Moscou commencent à se faire sentir. Ce lundi, le rouble russe est tombé particulièrement bas au cours de la bourse. Malgré tout, l'Europe a tenu à rassurer sur les exportations de gaz russe. Après les annonces alarmantes des pays d'Europe centrale ce week-end, il semble que la Russie ait repris normalement ses livraisons de gaz ce lundi. 102 migrants africains ont été secourus aujourd'hui au large de la localité de Garabouli, à 60 km à l'est de Tripoli en Libye. Un drame de l'immigration n'a en revanche pas pu être évité. Un naufrage provoqué par des passeurs a fait jusqu'à 500 morts en Méditerranée, ce qui en ferait l'un des plus graves depuis des années. C'est ce qu'affirme l'Organisation internationale pour les migrations. Le récit en images de Joseph Emmanuel. Même scénario tragique qui se répète depuis plusieurs semaines. Mais le naufrage il y a quelques jours d'une embarcation de fortune partie des côtes égyptiennes semble être l'un des plus graves de ces dernières années. L'Organisation internationale pour les migrations a recueilli les témoignages de 2 Palestiniens rescapés du naufrage, sauvés par un porte-conteneur panaméen. Selon leurs déclarations, l'embarcation serait partie le 6 septembre dernier de Damiette en Égypte, avec à son bord 500 réfugiés de Syrie, d'Égypte, du Soudan et de Gaza. Les passeurs auraient obligé les clandestins à changer plusieurs fois d'embarcation, jusqu'à provoquer une rébellion. En réponse, les trafiquants auraient volontairement coulé l'embarcation. Les autorités italiennes ont ouvert une enquête dans ce que l'Organisation internationale des migrants nomme un homicide de masse. Dans le même temps, la marine italienne a rapporté lundi avoir secouru quelques 2380 personnes au cours du week-end. Des candidats au départ toujours plus nombreux et qui transitent le plus souvent par la Libye pour rejoindre les côtes européennes. La Libye, où l'anarchie a laissé le champ libre aux passeurs, est devenue la plaque tournante du trafic de migrants africains. En visite dimanche au centre de secours en mer de Malte, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Antonio Guterres, a plaidé pour un effort réellement collectif de l'Europe afin d'éviter que de nouvelles vies ne soient perdues à ses portes. Selon l'ONU, plus de 2200 personnes ont péri ou ont été portées disparues en tentant de franchir la Méditerranée depuis le mois de juin dernier. 130 000 personnes sont arrivées en Europe par la mer depuis le 1er janvier. La Suède se cherche un gouvernement après une élection serrée. Les premières estimations publiées par la télévision publique donnent la gauche victorieuse malgré une percée de l'extrême droite qui obtient 10,5% des suffrages. Le social-démocrate Stefan Löfven s'est attaqué aujourd'hui à la tâche difficile de constituer un cabinet. Regardez.
C'est une percée historique. Les démocrates de Suède, l'extrême droite suédoise, a obtenu près de 13% des voix lors de l'élection législative, devenant ainsi le 3e parti du pays. Il y a 4 ans à peine, ils obtenaient 5% des voix, un succès vivement critiqué par de nombreux Suédois. Je suis en fait un peu choquée que les démocrates de Suède aient obtenu autant de votes. Je ne peux pas comprendre parce que je ne connais personne qui les soutient. Peu de gens les soutiennent réellement publiquement, donc je suis choquée qu'ils aient autant de voix. Alors que le Premier ministre Fredrik Reinfeldt a concédé sa défaite dans la soirée, le probable futur Premier ministre de la Suède, le social-démocrate Stefan Löfven, s'est attaqué lundi à la tâche difficile de constituer un gouvernement. Il est le Premier ministre social-démocrate le plus mal élu de toute l'histoire avec 31% des voix à peine. Mais Stefan Löfven l'a répété, l'affaiblissement de son parti n'ira pas de pair avec une alliance avec l'extrême droite. Il n'y aura pas de coopération avec eux. Nous allons nous assurer qu'ils n'auront pas ce rôle d'équilibre parce qu'ils représentent des valeurs qui sont loin des nôtres et de ce fait, ils n'auront pas ce rôle. Et le Parti social-démocrate n'est pas le seul à refuser le dialogue. Les 6 autres partis représentés au Parlement ont prévenu qu'ils ne négocieront pas avec le parti d'extrême droite. Car au Parlement aussi, les résultats disparates de l'élection se font sentir. 3 blocs, tous minoritaires, sont désormais représentés. Et les tractations pour former une coalition gouvernementale s'annoncent d'ores et déjà compliquées. Les Verts, la gauche et le centre s'opposant toujours sur des questions de défense ou d'énergie. Autre sujet de discorde, l'immigration. Alors que la Suède s'apprête à recevoir près de 80 000 réfugiés, l'extrême droite continue de critiquer fermement ces dispositions. L'Europe sonne la mobilisation contre Ebola. Au cours d'une réunion, la Commission européenne a demandé aux États de l'Union de rattraper le temps perdu dans la lutte contre le virus. On écoute la commissaire européenne à l'aide humanitaire. Il est important de montrer que le monde entier se mobilise et que c'est l'Union européenne qui le guide. Bien sûr, la partie cruciale est d'obtenir de l'argent. Mais il est tout aussi important d'être en mesure d'annoncer une forte contribution de l'Union européenne. Nous allons dans ce sens maintenant avec la Commission, avec le nombre que vous connaissez déjà, de 139 plus 1 million d'euros. Collectons donc cette contribution financière de l'Union européenne et faisons unité. Vous regardez le Grand Direct et c'est tout de suite l'heure du journal de l'Écho. L'actualité économique que l'on passe en revue avec vous, Johanna Citruc, bonsoir. Bonsoir. Alors, premier grand titre, c'est Barack Obama, le président américain, qui tacle les Européens et surtout les Français de payer des rançons des terroristes. Effectivement, donc l'État islamique, donc le groupe terroriste qui sévit actuellement en Syrie et en Irak, a revendiqué donc l'exécution d'un 3e otage, donc un acte qui fait ressurgir, qui relance la débat sur le paiement des rançons réclamées par les terroristes. Alors la question, c'est est-ce que les gouvernements doivent payer pour pouvoir libérer leurs otages? Et selon Barack Obama, donc selon le président américain, la réponse est non. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué dans un entretien avec le New York Times. Il va même jusqu'à qualifier la France d'hypocrite puisque selon lui, Paris paye des rançons tout en affirmant ne jamais verser un centime. Et effectivement, si on croit une enquête qui a été menée donc par le New York Times, par le quotidien américain et qui a été révélée en juillet dernier, depuis 2008, l'Europe aurait versé au moins 125 millions de dollars, non pas à l'État islamique, mais à une autre organisation terroriste, à Al-Qaïda. Et en tête, on retrouve la France qui, en 6 ans, aurait déboursé plus de 58 millions de dollars de rançon pour pouvoir libérer ces différents ressortissants qui étaient donc otages d'Al-Qaïda. Le problème, c'est que chaque transaction en appelle une autre. Les ravisseurs savent que certains pays vont payer, donc ils n'hésitent pas à augmenter le prix des otages. Donc c'est un véritable marché qui s'est créé. Résultat, alors qu'en 2003, un otage valait aux alentours de 200 000 dollars, aujourd'hui, ça tourne plutôt aux alentours de 10 millions. Donc c'est un véritable cercle vicieux. Alors vous évoquez le cas de la France qui fait également un autre titre de l'actu écho dans un tout autre registre. C'est cette grève des pilotes d'Air France qui a démarré aujourd'hui et qui risque de durer. Effectivement, aujourd'hui et pour la première journée de grève, environ la moitié des avions d'Air France sont restés cloués au sol. À Roissy-Charles de Gaulle, par exemple, un
peu plus de 200 vols ont été annulés sur un total de quelques 500 prévus. Mais demain, donc mardi, la situation pourrait empirer puisque la compagnie prévoit 60% de vols annulés. Et ce n'est que le début puisque la grève donc, pourrait durer. Elle devrait durer une semaine et elle est reconductible. Une situation qui agace les voyageurs, les passagers. D'ailleurs, je vous propose d'écouter la réaction de certains d'entre eux. Ben nous, on ne le savait pas, non. On l'a appris en arrivant que notre vol était annulé. Alors bon, on va essayer de trouver des billets de train pour essayer de rentrer. J'arrive à partir, mais j'arrive pas où jouer. Donc, ouais, ils ont fait des choses bien, je pense, pour les longs courriers. Après, je pense que des gens qui font des petites destinations, ça va être plus compliqué. Voilà, certains passagers qui gardent le sourire. Quelle est la véritable raison de cette grève? Alors en fait, au cœur de ce conflit social, il y a la compagnie low cost d'Air France, la compagnie Transavia. Les syndicats en fait demandent à ce que les pilotes soient traités de la même façon, soient logés à la même enseigne, qu'ils soient d'Air France ou de Transavia, parce que pour le moment, il y a pas mal de différences au niveau des avantages sociaux, mais surtout au niveau du salaire. Sur Air France, le salaire brut annuel des pilotes varie entre 75 000 et 250 000 euros, alors que sur Transavia, il oscille entre 87 000 et 180 000 euros, donc une différence d'environ 40% à l'avantage d'Air France. Le problème, c'est que en attendant que ce conflit soit véritablement réglé, cette grève fait perdre à Air France entre 10 et 15 millions d'euros par jour. Merci beaucoup, Johanna Citruc, pour ce journal de l'Écho. On va parler de sport dans un instant, mais avant cela, sachez que ce soir sur i24 News à 21h40 heure israélienne, un reportage sur les mères porteuses en Israël, rencontre avec ces femmes qui portent l'enfant d'une autre. Voici un extrait. Nous sommes à Dimona, dans une cité pauvre de la ville. Lital vit ici avec son mari et ses 2 enfants. Elle a accouché il y a 2 mois et évoque sa dernière grossesse avec sa fille. Qui est dans le ventre de maman? Ta petite sœur? Le bébé. De qui? De l'ami de maman. Qu'est-ce que je t'ai raconté? Tu te souviens? J'ai gardé le bébé dans mon ventre. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'on a fait? Où est le bébé? Chez sa mère. Israël est le premier pays au monde à avoir créé une loi pour réglementer la gestation pour autrui sous forme commerciale. C'était en 1996. Rona Schulz, professeure de droit, est spécialiste de cette question. En Europe, il n'y a pas de pays qui autorise la gestation pour autrui commerciale. Dans certains cas, elle est complètement interdite. Dans les autres, seule la gestation pour autrui altruiste est autorisée. Libye a 12 ans. Elle est venue au monde grâce à une mère porteuse, Sylvie. Elle en parle très librement devant sa maman. Je dis que ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Une mère porteuse m'a gardée dans son ventre. Comment tu es venue dans son ventre? L'embryon venait du sperme de papa et de l'ovule de maman, et on l'a mis dans le ventre de la mère porteuse, Sylvie. Elle m'a gardée et m'a fait grandir, et maintenant je suis à maman. Rien qu'à maman. Nous sommes dans les locaux de l'association For Civil Rights in Israel, qui a signé une pétition pour l'abolition de la gestation pour autrui. Anna, militante féministe, s'oppose également à cette méthode de procréation. La plupart d'entre elles ne sont pas au courant à 100% des risques qu'elles prennent en étant mère porteuse. C'est la commercialisation du corps de la femme. Après la naissance de Libye, Merav a eu l'idée de créer un centre afin d'aider les différentes parties tout au long des difficiles étapes de la gestation pour autrui. Les mères porteuses sont recrutées grâce à des publicités postées sur Internet et Facebook. Merav se charge ensuite de les mettre en relation avec les couples. Il y a 2 avocats dans l'histoire, un qui représente le couple et un pour la mère porteuse. Ils donnent des conseils sur le contenu du contrat à signer. On envoie le dossier complet au comité. Le couple et la mère porteuse sont convoqués au comité qui entend la mère porteuse et invite les parties à signer le contrat. Lital a reçu pratiquement 30 000 € après l'accouchement, une somme qui va permettre au jeune couple de réaliser son rêve. La rémunération des mères porteuses est soumise au marché. Un marché qui pourrait bien évoluer prochainement. Une loi est actuellement en discussion à la Knesset, Parlement israélien, pour élargir la gestation pour autrui aux couples gays et aux célibataires. Les féministes en redoutent les conséquences. C'est un problème parce que ça va favoriser un marché que nous désapprouvons.
Les critères seront probablement assouplis, avec le risque de recruter des mères porteuses moins investies ou plus fragiles et incapables de gérer un processus dont les conséquences psychologiques et émotionnelles sont importantes, notamment après l'accouchement. Voilà donc pour cet extrait de ce reportage sur les mères porteuses en Israël à retrouver ce soir dans le magazine de la rédaction présenté par Stéphane Calvo. C'est à 21h40 heure israélienne. En attendant, on passe en revue l'actu sportive dans le Grand Direct. Et l'actualité sportive, c'est avec vous, Lise Barimbaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les États-Unis, champions du monde de basket, c'était prévisible ? Oui, en tout cas, ils étaient champions en titre et donc ils le restent. Hier, la Team USA a littéralement atomisé la Serbie en les battant 129-92 à Madrid. Et c'est le tandem de jeunes talents, Irving Harden, qui a mené l'équipe à la victoire. Alors, ils ont vraiment soufflé tout le monde, les Américains. Un niveau exceptionnel, beaucoup de vitesse, beaucoup d'adresse, une puissance athlétique exceptionnelle. En fait, le seul adversaire qui aurait pu éviter la correction, c'est l'Espagne, ou la France si elle avait eu Tony Parker. Et jamais depuis la génération 92, celle qu'on appelait la Dream Team, qui comptait notamment Michael Jordan, on avait senti un gouffre aussi important entre les États-Unis et le reste du monde. C'est leur 5e titre mondial après 54, 86, 94 et donc 2010. Ils nous font donc un doublé. Seuls le Brésil et la Yougoslavie avaient réussi cet exploit. Et avec ce titre, les Américains, qui sont déjà double champions olympiques, se qualifient directement pour les JO de Rio en 2016. Encore plus incroyable par rapport à hier soir, les plus grandes vedettes internationales comme LeBron James ou Kevin Durant n'étaient même pas sur le terrain. Je vous propose d'écouter la réaction de leur entraîneur, le mythique coach K. Allons-y. Nous avons eu des moments de domination dans plusieurs matchs. Nous avons joué des matchs difficiles et tout à coup nous avons dominé. Ce soir, pendant 35 minutes, nous étions les leaders. Ce soir, nous avons bien joué. Ce soir, nous avons été exceptionnels pendant 35 minutes. Voilà donc pour les États-Unis, pour l'équipe de France, la médaille de bronze, c'est quand même une excellente performance. Oui, c'est une 3e place historique pour le basket français en Coupe du Monde, en l'absence de Tony Parker. C'est donc Boris Dio et Nicolas Batum qui ont mené les Bleus à la victoire lors d'un match très serré contre la Lituanie. Ils ont gagné sur le fil 95-93. Très beau match pour Batum avec 27 points au compteur. Le prochain défi, ce sera l'Euro 2015. Merci beaucoup et vous serez là bien sûr pour le suivre, Lise Barimbaud, que l'on retrouve tous les jours dans Sport le Mag. Restez avec nous dans quelques instants dans le Grand Direct, ce sera l'heure du débat. On va parler de la lutte contre l'État islamique et du rôle de la crise ukrainienne dans ce dossier. C'est dans quelques instants, restez avec nous.